Bonjour à tous. Donc on va là parler ce matin de l'artiste médiateur de la diversité culturelle. Donc on a beaucoup parlé du cadre juridique, politique tout à l'heure. Là maintenant on va parler des artistes. Je voulais commencer un petit peu avec une citation d'un auteur, Sony Laboutansi, qui était un homme de théâtre, poète, romancier congolais, qui a aussi été d'ailleurs élu député en 95, juste avant sa mort. On lui rend hommage donc cette année. Et il écrivait en 1985 « J'écris parce que je suis Congo, c'est-à-dire Muntu, c'est-à-dire homme ». Et il ajoutait « J'écris sans doute pour témoigner de ma différence, pour garantir celle-ci, parce qu'elle est un enrichissement pour l'humanité, parce qu'elle est la seule vraie possibilité d'ouverture sur l'autre, la seule vraie voie de rencontre avec l'autre, enfin, la seule garantie contre l'uniformisation, l'intolérance et le fascisme. » Donc je pense que ça pose assez les choses sur voilà, un artiste qui affirme qu'il écrit que sa mission, c'est de garantir la diversité culturelle en garantissant de transmettre ce qu'il est dans toute sa singularité, sa complexité, de partir de là où il est pour écrire. Il disait on n'est jamais de nulle part ni de nul temps. Voilà, donc peut-être qu'on va pouvoir commencer un petit peu et réagir autour de cela. Donc, que peut l'artiste dans la garantie de la diversité culturelle? Comment il est un médiateur, un lien, un liant, donc entre toutes les différences qui nous composent? Et puis, comment aussi il fabrique du commun? Comment il déjoue un peu dans ce contexte parfois de crispation, de mondialisation dont on a parlé tout à l'heure? Comment il déjoue ces risques d'uniformisation? Donc, peut-être vous faire réagir les uns et les autres sur cette phrase de Sony, j'écris parce que je suis Congo, parce que je suis Muntu, c'est-à-dire homme. Qui veut commencer par réagir sur cette... et comment vous, dans votre démarche artistique, vous inscrivez votre singularité, peut-être. Peut-être chez Mousse. Faut se lancer, c'est ça? Non, mais les écrivains disent toujours n'importe quoi. Il s'y croit. Il croit qu'il est Congo, il croit qu'il est monde et tout ça. Mais si on ne croit pas, on ne fait rien. Donc quelque part, il faut aussi se croire quelque chose. Mais en même temps, il y a Artaud qui parle, il y a Deleuze qui parle. On écrit aussi pour ceux qui n'ont pas la parole, on écrit aussi pour les bêtes, on écrit aussi pour les hommes. Et on essaye de trouver... Je dis, quand j'écris, j'essaye de trouver une mémoire minérale qui a dû m'habiter, que je dois avoir. Et j'essaye aussi d'écrire avec cette mémoire minérale pour que le monde demain ne nous quitte pas, parce qu'on voit que la planète est toute petite, on voit que le climat fout le camp, on voit que la diversité, justement, même il y a une très grande disparition de la diversité biologique, c'est des espèces qui disparaissent. Et donc l'homme aussi, si on ne fait pas garde, disparaîtrait bientôt. Mais chacun est en train d'essayer de sauver ses particularités, alors que nous avons plutôt besoin de sauver l'espèce quelque part. Nous avons besoin de sauver l'humain, justement. Mais quand chacun veut essayer de sauver sa particularité, c'est là qu'on devient des monstres les uns pour les autres. Donc comment ne pas s'enfermer dans sa particularité et devenir monstre? Comment aller vers l'autre pour dire que l'autre est mon semblable, mon frère? Pour moi, l'écriture, c'est un peu ça. C'est de sortir, dire que, bien sûr que si je disais quelque part, une parole sans provenance risque d'être une parole sans destination. Donc si on ne sait pas d'où on vient, on risque de ne pas savoir où est-ce qu'on va. Mais en même temps, je ne suis pas là pour défendre une particularité, je ne suis pas là pour défendre les chèvres et les ours kurdes, hein, parce qu'il y en a qui s'en occupent là-bas quelque part, et vous, chacun, on a nos particularités. Mais essayez plutôt d'élargir l'espace commun dans lequel tout un chacun peut exister dignement dans sa dignité d'humain. Donc c'est un peu ça pour moi l'écriture. Et donc vous écrivez, donc on le précise, en français,
en kurde et en turc? Parce que là aussi, oui, je dis que l'essentiel, c'est nous accomplissons un voyage. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas un être d'exil, je suis un être de passage. J'écris pas, je ne vis pas ma situation, ma condition comme quelqu'un qui est en exil, mais nous partageons cette condition d'être de passage avec tout le monde. Bientôt, on ne sera plus là. Mais on oublie ça très vite, ou on n'y pense pas, ou on préfère oublier que nous sommes juste de passage, que nous sommes des êtres éphémères, que même ce que nous considérons comme nos cultures, nos civilisations, la France éternelle n'est là que depuis 1000 ans. Avant, il n'y avait pas France. Dans 300 ans, 500 ans, on ne sait pas ce qu'il y aura. Donc, quand on essaye de protéger un état donné, on se ferme sur l'avenir. Donc tout l'essentiel pour moi, c'est de m'ouvrir vers cet avenir. Et donc du coup, puisque je suis j'essaie d'effectuer un voyage, dans le voyage, on peut parfois monter l'âne kurde, on peut prendre le bus turc, on peut prendre le TGV français, mais enfin, quand le TGV n'est pas en panne. Donc parfois, là aussi, c'est juste dire que c'est un outil pour m'exprimer, pour aller vers l'autre, et non pas en faire un outil identitaire qui m'enferme à l'autre. Pour moi, l'essentiel, c'est vraiment... on ne peut pas prêcher de l'humanité, de l'ouverture, de dire... Mais en même temps, on ne peut pas ne pas voir on peut très vite tomber dans cette monstruosité dont je parlais. Quand on voit les montées des extrêmes, c'est jamais loin de nous. Donc, être très vigilant pour que nous, là-bas, on arrête de s'entre-déchirer, de s'entre-égorger, et qu'ici, les démons de l'histoire ne reviennent pas. Donc, quand j'essaye justement de penser à la fois avec les géographies kurdes, avec l'Orient, avec l'Occident. Je disais, l'essentiel, c'est pas de dire je suis de l'Orient ou de l'Occident. L'essentiel, c'est essayer d'émettre une parole qui ne soit ni de l'Orient ni de l'Occident, mais puisse parler à la fois à l'Orient et à la fois à l'Occident, et au nord et au sud. Donc c'est cet être humain dans sa simplicité, parce que là encore, il écrit en tant qu'humain, il n'écrit pas en tant que Congo. Donc pouvoir écrire en tant qu'humain, et là on peut peut-être trouver la porte qui mène vers l'autre, et ne pas rester devant les murs des uns des autres. L'écriture, ça serait un peu cette porte qui mène vers l'autre. Peut-être aussi, Silas, vous êtes un petit peu, je pense, dans cette démarche-là aussi de création. Oui, et je pense aussi qu'en tant que musicien, et ça y a aussi, je pense qu'elle pensera pareil, la question se pose autrement. C'est-à-dire comme on n'a pas l'écriture et le langage concret, déjà la musique elle est forcée à être beaucoup plus universelle, et où on se pose moins la question d'origine ou de différence. Mais c'est vrai qu'en tant qu'Argentin, quand je suis arrivé il y a 12 ans à peu près, il y avait une chose qui était très claire en moi, c'était je viens en France pour apprendre beaucoup de choses ici, pour apprendre déjà à bien parler, puis la musique. Je suis venu travailler avec un prof ici. Et je me suis exigé de rentrer le maximum dans les nouveaux codes de ce pays, dans la langue, de bien pénétrer la langue, pour bien comprendre aussi où j'étais et mon contexte. Donc, quelque part, j'ai eu une étape où j'ai un petit peu fuyé tout ce qui était argentin, ou tout ce qui pouvait être petit ghetto argentin, où les gens se réunissent entre eux et ils font comme en Argentine. Et voilà. Donc, j'ai eu cette étape-là un peu de renier. Je suis en France, il faut que je fasse les choses ici, que je sois dans la société ici. Et après, comme il l'a bien dit, de toute façon, on ne peut pas nier d'où on vient, et ça, on le porte en nous. Donc après, ce n'est pas nécessaire de mettre un t-shirt qui dit « je suis argentin » ou « je suis turc ou kurde », voilà. Donc ce n'est pas nécessaire, et de toute façon, il y a un moment où il y a une synthèse qui se fait entre ce qu'on est, d'où on vient, ou là où on est. Et c'est ça, c'est le moment que je suis en train de vivre, c'est justement ça, où je suis arrivé quelque part à concilier mon passé, mon présent et tout ce que j'ai envie de faire dans le futur.
Ça s'exprime comment, du coup, par la musique, justement? Parce que Bah vous là, dites que ça c'est s'exprime une autre, dans un disque que je vais sortir et où il y a, par exemple 9-10 compositeurs que j'ai eu envie de les mettre tous ensemble, de les faire cohabiter, de créer des liens entre ces compositeurs de diverses origines comme Amérique, Angleterre, Allemagne, Argentin, parce qu'il y a moi aussi, français. Donc du coup, ce qui prime là, c'est même pas on peut pas parler dans ce disque de un compositeur. Ce qu'on parle, c'est de la musique en général, tout ce que ces musiques font ensemble, de la manière que je les ai enchaînées. J'ai quelque part voulu avoir ce défi de penser à une idée totale de la musique et pas de couper en compositeur, en origine ou en époque ou en style. Ça, je dirais même, il n'y a même pas un style, il y a un peu de côté tango, mais un tango aussi qui a été que j'ai trouvé des tangos en fait qui ont été écrits par des noms argentins. Donc ça montre une autre manière d'entendre le tango. Donc voilà, je suis plus dans la démarche de l'ouverture, à de pas avoir peur d'être avec la différence et puis au contraire de se nourrir de tout ça, comme je l'ai fait. Et de la valoriser, du coup. Et de valoriser ça. Et puis après, c'est ça que je dis, c'est qu'une fois qu'on a pris ça, ce qui est bien, c'est justement après, quand on fait cette espèce de mixage finalement entre ce qu'on est, parce que voilà, comme je t'ai dit, ce disque, ça représente tout ce que j'ai appris, tout ce que je suis, et c'est pas une chose, donc c'est ça qui est intéressant. Alors peut-être Zaya aussi exprimer un petit peu votre démarche artistique avec l'orchestre Divertimento. Oui, bonjour à tous. Oui, en effet, alors c'est vrai que moi je suis aussi assez sensible à ce qui a été dit. C'est vrai que pour ma part, je suis née en France, j'ai grandi en France, mais je me nourris aussi d'une double culture, à la fois algérienne et française. Et c'est vrai que parfois, on a tendance, que ça soit d'ailleurs ici en France ou en Algérie, à nous demander parfois un peu de choisir, alors que j'ai pas envie de choisir et que je suis à la fois ni française ni algérienne, mais je suis les deux en fait. Et c'est vrai que, bon, après il y a cette question identitaire qui m'a touchée moi personnellement. Et après, j'ai été amenée à réfléchir, à savoir comment j'avais envie maintenant, moi, d'être chef d'orchestre, d'être artiste, en tenant compte aussi de mon parcours personnel, tant sur cet aspect-là que aussi sur voilà, la possibilité que moi j'avais eue, étant jeune, de découvrir la musique et d'avoir accès à la culture. Parce que j'étais aussi dans une famille qui m'a permis ça, et de savoir maintenant que c'est pas forcément le cas de plein d'enfants, et donc j'avais aussi envie moi-même d'avoir un rôle maintenant aussi de transmission, mais bon, ça on en parlera peut-être après. Et c'est vrai qu'en effet, par rapport à cette réflexion, moi j'ai eu l'occasion donc de diriger beaucoup ici en France et de diriger aussi en Algérie et puis de diriger dans plein d'autres pays. Et maintenant, c'est vrai que dans beaucoup de pays, on a des concerts de musique classique où on joue de la musique plutôt du patrimoine européen, mais il y a aussi des musiques classiques de ces autres pays. Et c'est vrai que la première fois que j'ai dirigé en Algérie, j'y allais pour diriger une symphonie de Beethoven. Et puis à la fin on m'a dit oui, Zaya, régulièrement ici on joue de la musique classique arabe, donc on aimerait bien pouvoir aussi en présenter au concert. Donc j'ai dit bah oui, avec plaisir. Et c'est vrai que c'est vrai que le rapport n'était pas forcément fait entre les deux musiques. Donc il y avait un côté un peu surprenant de passer d'une symphonie de Beethoven à une musique avec de la derbouka et des instruments traditionnels. Et en même temps, je me suis dit, en soi, c'est vrai que là-bas, ils découvrent et ils partagent les deux. Donc peut-être qu'ici aussi, ça serait intéressant que notre public de la musique classique et même de la musique en général, on ait aussi peut-être cette curiosité d'aller découvrir aussi d'autres cultures musicales. Et en fait, en effet, dans les recherches musicales que j'ai été amenée à faire, c'est assez rare même les compositeurs qui sont connus pour être les plus classiques et traditionnels. Je prends l'exemple d'un compositeur français comme Camille Saint-Saëns. Il y a beaucoup de compositeurs qui se sont inspirés d'autres cultures musicales, en effet, d'autres styles, d'autres esthétiques. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant, au travers de ma ligne artistique, de se dire, tiens, comment on peut, par exemple, un territoire, une zone géographique, l'illustrer par plein de cultures musicales qui peuvent le représenter. Et donc, c'est vrai que c'était intéressant de faire ce lien la rencontre entre la France et l'Algérie, par exemple, en musique classique.
Alors c'est vrai que quand on dit ça comme ça peut paraître assez surprenant et un peu comme ça original. Et c'est vrai qu'on retrouve dans des œuvres de Camille Saint-Saëns des mélodies vraiment du patrimoine algérien qu'il a écouté quand il était là-bas. On retrouve des rythmes où il s'est inspiré de certains rythmes de la musique traditionnelle, même des instruments. Par exemple, si vous regardez dans la danse bacchanale de Camille Saint-Saëns, il demande à ce qu'on joue avec des castagnettes de fer. Mais en fait, en musique classique, ça n'existe pas, les castagnettes de fer. On joue avec des castagnettes en bois, mais ça n'existe pas, les castagnettes de fer. En fait, il voulait retrouver la sonorité des instruments qu'on appelle les kralkrabo, qu'on retrouve justement beaucoup dans les musiques d'Afrique du Nord. Et donc, voilà. Donc, après, je me suis dit, tiens, si c'est ce qu'il a écouté, qu'il a voulu entendre, autant mettre des kralkrabo dans l'orchestre. Donc, c'est vrai que mes musiciens, je leur ai appris avec des musiciens traditionnels d'Algérie à ce qu'ils apprennent à jouer ces instruments. Et donc, voilà. Et donc, en fait, il n'y a pas besoin même d'aller très loin pour voir que même dans notre patrimoine, il y a beaucoup de compositeurs. Alors, je prends l'exemple de Saint-Saëns avec les musiques d'Algérie, mais il y a Manuel de Falla avec le flamenco, Gershwin avec le jazz. Il y a énormément de compositeurs qui se sont inspirés d'autres styles ou d'autres cultures musicales. Et ça, c'est ce que j'aime bien aussi, moi, travailler avec l'orchestre, c'est de voir comment on peut faire un peu changer les choses. Créé, voilà, donc par exemple, en effet, sur les musiques de la Méditerranée, qu'on puisse entendre des œuvres de Rossini, Saint-Saëns, Manuel de Falla, qui se sont inspirés des musiques populaires, et puis après d'aller découvrir ces mêmes musiques qui les ont inspirés, et de travailler en invitant des musiciens qu'on a plutôt l'habitude d'entendre sur d'autres styles de musique, donc des musiciens classiques arabo-andalous ou de flamenco ou des Balkans, à venir jouer avec nous et retrouver ces sonorités. Et puis également inviter des jeunes compositeurs qui maintenant, un peu partout dans le monde, maintenant la musique classique s'est aussi développée, s'écoute, se joue. On a des jeunes compositeurs partout. Et c'est intéressant de mettre un peu plus la lumière sur des compositeurs, par exemple, qui n'ont pas forcément de place sur nos grandes scènes musicales parce qu'on n'identifie pas forcément Chypre, la Palestine, l'Algérie, la Turquie comme des grands pays de musique classique. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de compositeurs qui sont issus de ces territoires-là, qui ont des jeunes qui ont beaucoup de qualité et justement qui à la fois intègrent le côté de leur culture musicale avec une dimension contemporaine qui est très intéressante. Et donc voilà, c'est ce que j'essaie d'expérimenter et ce que j'ai essayé de faire aussi, par exemple, avec les musiques d'Amérique en présentant les œuvres de Gershwin et Bernstein qui se sont inspirées justement des musiques populaires d'Amérique du Sud et du jazz, et puis de présenter ces musiques de jazz. Donc on vient voir un orchestre symphonique, mais pour moi, c'est pas qu'un regard vers le passé avec quelque chose de très patrimonial et d'un peu rigide, mais au contraire d'essayer de faire se rencontrer des univers différents, comme l'a souligné Silas un petit peu avant. Et du coup, cette création, elle est possible dans votre orchestre que vous avez créé, et vous dites qu'il y avait une impossibilité de le faire dans les orchestres nationaux classiques. C'est quelque chose que vous avez vraiment mis en place Oui, alors c'est vrai que c'est pas forcément une façon de concevoir des programmes symphoniques très traditionnels. Donc c'est vrai que moi-même, c'est vrai qu'en plus en tant que femme, il y a peu de femmes qui dirigent les orchestres aussi nationaux. Donc quand on n'est pas directeur musical d'un orchestre, c'est compliqué de mener des projets comme celui-là où on peut vraiment donner une vraie orientation à sa ligne artistique, permettre des rencontres comme ça. Donc c'est vrai que quand je suis invitée à diriger certains orchestres, c'est en tant que chef d'orchestre invité, la plupart du temps pour diriger des programmes plus classiques. Ce serait compliqué. À l'heure actuelle, on ne me propose pas d'aller diriger des projets un petit peu différents sous cette forme-là. C'est vrai. Donc je le fais parce que j'ai moi-même cette latitude et que j'ai créé aussi ce projet pour aussi apporter de l'innovation dans ce milieu de la musique classique qui parfois a tendance un petit peu à être un peu trop rigide et qui manque parfois d'audace et d'innovation. C'est une belle passerelle sur la thématique de l'innovation, peut-être avec Mark Shepson sur D'ailleurs et d'ici, puisque vous aviez introduit sur je suis ni que française, ni que algérienne, et puis comment je crée à partir de tout ça. Et ça fait, je trouve, assez bien écho à l'éditorial de D'ailleurs et d'ici, qui est la revue que vous avez créée l'année dernière. Et donc je vais citer...
l'éditorial que vous avez signé, et vous nous parlerez justement de ces mutants de France dont vous parlez. Ce manifeste des mutants de France, ceux qui s'inscrivent dans un mouvement de l'identité et souhaitent valoriser sans hiérarchie tous ceux qui les composent, ceux qui portent dignement leurs multiples héritages inscrits en eux et dans l'histoire de leur pays, ceux qui choisissent en refusant les différentes assignations des voies hors des chemins déjà tracés, ceux qui ont une dynamique à proposer faite de pluralité, loin de pseudo-débats poussiéreux, apeurés, empreints de nostalgie coloniale. Donc je pense que ça fait assez écho à ce qui est dit précédemment. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette aventure que vous avez créée l'année dernière et de cette nécessité justement de cette affirmation de ces mutants? Qui sont-ils? Qui sommes-nous? Déjà, bonjour. Déjà, le terme de mutant, il est venu, je dirais, dans plusieurs ateliers rencontres qu'on a organisés. Et ce mot-là, finalement, a surgi dans un contexte particulier qui est, je dirais, une société française et des sociétés européennes qui sont quand même dans un durcissement identitaire qui nous frappe tous et qui frappait tous les contributeurs que j'ai réunis pour la création du premier numéro d'ailleurs d'ici l'année dernière. En fait, j'ai réuni une quarantaine de personnes qui étaient de pratiques, de compétences, d'origine aussi, extrêmement diverses, et que j'avais rencontrés dans les années précédentes et qui me semblaient être des gens tous en possibilité de forts témoignages et de forts rapports, et une fois de plus dans un contexte politique et culturel aussi, qui est celui qu'on connaît actuellement. Et finalement, on a essayé de créer ensemble donc, cette revue qui est faite de fiction, qui est faite de journalisme, qui est faite de textes et d'images, et qui veut être aussi une revue populaire, ce qui est important, c'est-à-dire qui puisse aller à la rencontre de tas de gens, et aussi de jeunes. Donc dans ce grand groupe d'une quarantaine de personnes, se sont ajoutés une soixantaine de lycéens de Bobigny et Drancy qui ont partagé cette création éditoriale et qui est un acte de résistance, je dirais, d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand je disais que on est dans un contexte politique et culturel très particulier, je pense que tous les gens qui ont participé et tous les jeunes qui ont participé le vivent d'une manière extrêmement violente. Et on a senti le besoin de participer à un mouvement, je dirais, de contre-culture, de contre-parole, de contre-expression, qui ne subissent pas, mais qui puissent être en réaction, mais surtout pas seulement en réaction, qui puissent être créatifs, qui puissent être inventifs, qui puissent, je dirais, retourner finalement la seule réaction contre ces agressions constantes qu'on sent de la société française, notamment, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, notamment, et qui sont de pire en pire. Et quand je dis contexte culturel et politique, je trouve que, oui, c'est sûrement pas un hasard si aujourd'hui, une pensée littéraire, philosophique, est en harmonie, je dirais, avec ces sursauts d'extrême droite qu'on sent partout, est en harmonie dans le sens où, finalement, elle rappelle cette espèce de vieux démon de ce que j'appellerais l'identité blanche. L'identité blanche, pour moi, ça n'a rien à voir avec la couleur des personnes qui la portent. Et d'ailleurs, j'aime bien quand Françoise Vergès parle d'identité blanchie, plutôt, c'est-à-dire c'est une identité qui se rapporte à une idéologie de domination, à une idéologie aujourd'hui qui se sent finalement mise en danger. C'est toute la théorie du grand remplacement. Et toute cette atmosphère politico-culturelle, eh ben, notre jeunesse la prend en pleine figure.
c'est une remise en cause constante de sa légitimité à être, sa légitimité à apporter, sa légitimité à exprimer. Et ce projet d'ailleurs d'ici a voulu justement apporter, je dirais même pas une réponse, mais être quelque part au-delà de cette agression permanente pour impulser du désir, impulser de la création, impulser une parole libre, donc imaginative, parce que l'imaginaire va avec la liberté, et de ne plus se laisser finalement être défini par celui qui vous désigne comme le problème de la société française, mais définir sa propre parole, sa propre forme d'expression, et une expression qui n'est pas enfermée, qui va à la rencontre de chacun. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait de casting ethnico, racial, culturel, etc. Pour composer ce groupe, mais j'ai aussi tenu effectivement à ce que toutes les composantes de la société française puissent être aussi avoir une voix, pas une voix qui les représente, mais une voix singulière, au contraire, une voix qui puisse participer à ce grand dialogue-là. Et ça, c'était pour le numéro 1, puisqu'en fait, on a créé une revue annuelle, pour l'instant. Et pour le numéro 2, tout le sommaire, les mots, et le mot de mutant notamment, les images, sont vraiment inspirés d'ateliers, rencontres et d'ateliers d'écriture qui ont eu lieu sur toute l'année 2015, auxquels ont participé près de 2000 collégiens et lycéens, mais aussi des adultes, enseignants, parents d'élèves, etc., etc. Et les thèmes qui sont traités, et la manière de les traiter, sont issus de leur volonté et de leur urgence à les voir traités dans cet état de la société que je décrivais juste avant. Le dossier s'appelle « Énergie musulmane et autres richesses françaises ». Oui, en fait, c'était pas prévu au départ, mais un certain nombre de ces rencontres, ces ateliers ont eu lieu après les attentats de janvier. Donc, dans l'état de tension que tout le monde connaît ici, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et par exemple, ce thème de l'énergie musulmane est apparu dans des classes où des lycéens et des collégiens, en gros, ont dit « Nous sommes un peu la génération 11 septembre ». C'est-à-dire qu'on est né et on a grandi avec le traumatisme du 11 septembre, c'est-à-dire d'une part quelque chose de structurel dans notre identité qui a été violé, sali par ce terrorisme qui se réclame de l'islam, donc pour quelque chose qui nous est extrêmement cher, et puis d'autre part le développement qu'on l'appelle islamophobie, qu'on l'appelle racisme anti-musulman, et sans doute, ça tient sans doute des deux à la fois, qui s'est considérablement développé dans ces 10 ans. Et en fait, qui ont dit, nous voulons que surgisse une parole libre qui ne soit plus enfermée dans cette espèce de double d'étau, comme ça, mais qui puisse exister. Donc l'énergie musulmane, c'est un thème qui est apparu dans toutes ces rencontres et qui semblait quelque chose de très important à traiter, mais aussi des tas d'autres. L'énergie numérique, par exemple, est aussi un des chapitres qui a été développé. Celui des identités fermées, avec toutes les thèses de complotisme, etc., qui sont déconstruites à la fois par un romancier que j'aime beaucoup, Karim Madani, qui a écrit une nouvelle, la suite d'une nouvelle publiée dans le numéro 1 qui s'appelait Le Renoir-Feuge, et la deuxième qui s'appelle Florence Paranoïaque, et qui place justement un personnage d'un jeune noir juif au milieu de thèses conspirationnistes et le tout traité sur un mode de polar extrêmement haletant. Et par exemple, cette nouvelle a permis des débats dans les lycées, des collèges, absolument incroyables, parce que la seule chose... Non, parce que comme juste. Ça, vous faites le lien avec la question de la transmission et de l'éducation. Une des choses, par exemple, que j'avais demandé aux romanciers qui ont travaillé sur le numéro 1,
c'est de ne pas conclure leur nouvelle en la fermant, mais au contraire de laisser une porte ouverte très forte sur l'imaginaire. Et par exemple, avec les collégiens et les lycéens, c'était très très intéressant de les faire travailler sur les suites de la fin de la nouvelle. Comment ils le voyaient, parce que ça leur donnait la possibilité finalement de se mettre dans la peau d'un personnage. Et les personnages qu'on a voulu sont des personnages complexes, comme le sont d'ailleurs les gens en réalité, quand ils ne sont pas réduits à ce qu'on veut, à l'image qu'on veut donner d'eux. Et ça parle. Et ça parle. Il y avait des gens qui disaient mais c'est très exigeant comme niveau, etc. Et je disais bah oui, mais les gens ont peut-être aussi envie de ces exigences aujourd'hui, et que quelque part, le plus ils sont caricaturés, le plus, au contraire, il y a une volonté d'affirmer et donc de travailler cette complexité qui porte en eux. Merci, mais vous avez bien fait le lien sur à qui vous adressez, comment vous travaillez. Et justement, quand on parle de médiateur de la diversité culturelle, c'est là-dedans. C'est comment on fait les liens, comment on crée les liens. Et je pense que ça fait le pont aussi avec l'académie. Peut-être Zaya, parce qu'il y a la création artistique de l'orchestre, il y a comment vous travaillez à faire des liens entre les différents espaces géographiques, culturels. Mais derrière, il y a aussi une pédagogie à la destination des plus jeunes. Donc peut-être en parler du coup aussi. Oui, en effet, parce qu'en effet c'est important, je pense, dès le plus jeune âge, de permettre à ce que les enfants, en effet, soient curieux. Et donc pour pouvoir susciter cette curiosité chez eux et cette envie de découvrir, d'aller vers les autres, donc de fait découvrir aussi le monde à travers les arts et la culture, il faut aussi permettre que ces rencontres soient possibles. Et c'est vrai que au niveau de la musique classique, c'est pas forcément toujours quelque chose qui est très aisé parce que déjà il y a toujours eu un peu cette image d'une culture qui est réservée par exemple à certaines classes sociales, à certains territoires, et donc on sait aussi que voilà, c'est réparti de façon très inégalitaire. Et donc on a, si on veut voir des beaux concerts de musique classique, en règle générale, on va plutôt dans les grandes salles de concert à Paris ou quelques grandes salles comme ça dans les grandes villes de France. Mais c'est vrai que dès qu'on va dans des villes, des quartiers plus populaires, c'est quelque chose qui est moins visible ou qui n'existe même quasiment jamais. Et donc c'est vrai que j'expliquais tout à l'heure comment moi, mon parcours personnel m'avait aidé à réfléchir à comment j'avais envie d'être artiste aussi maintenant. Et c'est vrai que moi, cet accès à la culture, ça m'a été permis parce que mes parents étaient eux-mêmes des gens curieux. Donc, ils m'ont transmis cette curiosité. Ils m'ont fait découvrir la musique classique. Et ils m'ont emmené au musée. Ils m'ont emmené faire découvrir plein de choses. Et au concert. Et je ne comprenais pas quand j'étais petite pourquoi à chaque fois qu'on allait voir des concerts, on prenait la voiture ou le métro et qu'on allait à Paris pour voir ça. Et je me suis dit, tiens, quand je serai grande, j'essaierai de faire changer ça un peu. Et quand j'ai commencé à construire mon projet d'orchestre, je me suis dit, bah tiens, il y a quelque chose, il y a du sens à donner à ça et faire en sorte que l'exigence dont vous parliez tout à l'heure, cette exigence artistique, elle puisse être présente partout et que nos jeunes, ils ont besoin d'y être confrontés aussi. Et que parfois, voilà, moi, je me suis après retrouvée face aussi parfois à des politiques publiques qui pensaient que bah voilà, sur des quartiers populaires, c'est plutôt des cultures urbaines qu'il fallait valoriser et que voilà, et c'est pas possible de choisir à la place des enfants et de choisir à la place des gens. Et donc c'est vrai que ce travail que j'essaie de faire avec cette académie et avec l'Orchestre Divertimento, selon nos moyens et notre philosophie, c'est justement de permettre à ce que sur tous les territoires, on puisse avoir accès à la culture et que voilà, que ça soit une symphonie de Beethoven, un poème symphonique de Saint-Saëns, une œuvre de jazz ou une création contemporaine ou au contraire une musique classique de la Méditerranée qu'on va être amené à présenter. On puisse à la fois la jouer dans les grandes salles de concert comme dans des villes comme Stein, Sevran, dans les quartiers populaires de Nîmes, de Béziers ou d'autres lieux encore. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de très aisé parce que même dans la conception de nos décideurs politiques, des responsables institutionnels, on assimile ce travail qui est fait dans les banlieues du travail social ou de la politique de la ville.
Alors que voilà, je leur dis, quand je joue une symphonie de Beethoven à la Cité de la Musique et après à Sevran, elle n'a pas changé. Donc je vois pas pourquoi d'un côté c'est de la culture et de l'autre côté c'est de la politique de la ville. Et donc voilà, donc cette notion d'exigence, c'est vrai que c'est important de la porter et de faire en sorte que nos jeunes ils puissent avoir accès en effet à une belle symphonie de Beethoven, parce qu'ils habitent à Sevran, à Stein ou ailleurs, et qu'ils y soient confrontés. Et donc voilà, donc petit à petit, c'est tout ce travail qu'on essaie de porter pour que, après, moi j'estime que la musique classique, même si elle peut paraître exigeante, et qu'elle l'est aussi d'ailleurs, hein, c'est vrai, mais comme tous les arts sont exigeants. Et donc, mais que cette exigence-là, c'est vrai que si elle paraît plus abstraite pour certains ou plus complexe à aborder, et ben qu'en même temps, voilà, il faut peut-être expliquer aussi, et que ça peut devenir aussi une culture populaire. Et c'est vrai que toutes les diversités qui constituent notre société, il faut qu'elles soient aussi représentées dans les publics de la musique classique, tant d'un point de vue social que culturel et intergénérationnel. Et c'est ce qu'on essaie de travailler. Alors c'est vrai que bon, c'est facile à dire sur le papier. Maintenant, voilà, on commence nous à avoir des résultats, mais parce que ça fait 15 ans qu'on travaille aussi sur certains territoires, avec la confiance de certains élus locaux, avec des partenaires aussi de plein de structures, et qu'en tant qu'artiste, il faut aussi parfois avoir l'humilité de dire qu'on ne peut pas parfois travailler tout seul, et qu'il faut aussi s'associer à des compétences dans le domaine social, dans le domaine éducatif. Et ça, c'est vrai que ce positionnement-là, c'est pas forcément tout le monde dans la musique aussi qui sont en capacité de dire que c'est un travail d'équipe, et que ça peut marcher que si c'est un travail d'équipe. Et c'est vrai que petit à petit, bon, bah, ces projets-là, on arrive à faire en sorte à ce qu'on arrive à avoir en effet des publics très diversifiés dans nos concerts. Mais voilà, ça a été un long cheminement. Et ce long cheminement, voilà, il a été construit avec plein d'actions qu'on a apportées, que ce soit en milieu scolaire, permettre aussi, voilà, c'est bien de sensibiliser les enfants, c'est bien aussi de leur permettre après, derrière, d'être eux-mêmes acteurs et partie prenante, donc d'apprendre à jouer d'un instrument. Donc après, ça veut dire que c'est aussi voilà, trouver des solutions à tous les aspects économiques, financiers, de transport. Donc voilà, donc après, dès qu'on touche à la culture, d'un seul coup, on se rend compte aussi que ça touche aussi plein d'autres domaines, et où voilà, tous les inégalités auxquelles sont confrontés certains territoires en termes d'accès au transport, d'accès aux soins, d'effectifs de la police, de l'éducation nationale, ben on se rend compte que c'est aussi les mêmes par rapport à la culture, et qu'on a beau faire les plus beaux projets dans les plus belles salles, si on ne peut pas faire venir les gens, c'est compliqué. Donc c'est vrai que c'est aussi de travailler sur voilà, les transports pour faire venir les publics. Donc c'est une démarche qui est assez globale, et sur laquelle en effet on est obligé de travailler en équipe. Et c'est vrai que petit à petit on se rend compte que voilà, hier soir j'étais en concert à Stein, et pour moi il n'y a pas de plus beau résultat que de voir une salle voilà, avec des jeunes, avec des moins jeunes, avec voilà, l'image de tous les visages de notre société. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Et moi, je crois beaucoup en ce que la culture peut être fédératrice et être populaire, et que c'est pas un gros mot que la musique classique soit populaire. Et malheureusement, bon voilà, et que ça peut être populaire, que ça peut être aussi exigeant. Et c'est vrai que c'est des notions qui sont un peu compliquées parfois à faire comprendre un peu aussi aux institutions qui gèrent aussi un peu notre vie culturelle en France, parce que parfois c'est voilà, ça doit être que artistique ou que pédagogique, mais c'est compliqué d'être les deux. Et c'est vrai que pour ma part, moi c'est comme ça que je me réalise. Comme tout à l'heure j'expliquais que j'étais à la fois française et algérienne, mais je suis à la fois artiste et pédagogue, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier. Et je veux pas qu'on m'oblige à choisir l'un ou l'autre. Et c'est vrai que parfois dans notre musique, milieu de la musique classique, ben, on considère bien l'artiste parce que c'est celui qui se produit sur scène, et entre guillemets c'est celui qui a réussi, mais celui qui est dans la transmission pédagogique, ben, c'est celui qui n'a pas réussi à être artiste. Alors que c'est pas vrai. Alors que c'est pas vrai, et qu'au contraire on a besoin aussi d'avoir des artistes qui soient dans cette transmission-là. Et donc voilà, donc c'est aussi dans cette mesure-là qu'on essaie avec les musiciens qui me suivent dans cette aventure, justement de faire partager notre univers, pour aussi permettre à ces enfants. Après, l'idée c'est pas d'en faire tous des grands concertistes, ils ont tous un jour le talent de Silas, j'en serais ravie, mais en même temps voilà, c'est aussi d'en faire des enfants curieux, qui ont envie, qui aiment la musique classique, qui ont envie d'aller au concert, et qui plus tard transmettront aussi eux-mêmes à leurs enfants cette curiosité, et qu'on retrouvera voilà, des gens beaucoup plus différents dans la constitution des orchestres, dans la constitution des publics aussi. Comment vous réagissez peut-être justement à cette... Donc, je suis très admiratif de ce que Zaya fait. Et
une partie de mon temps aussi, je le dédie à l'enseignement, et d'une manière aussi particulière, parce que c'est c'est une association qui travaille aussi avec la mairie de Paris. Donc l'idée, c'est que ce soit ouvert à tout le monde, qu'il n'y ait pas d'examen d'entrée. Donc c'est une autre démarche que le conservatoire, en fait. Et au départ, j'étais un peu dérouté parce que je suis arrivé, j'ai remplacé quelqu'un et j'avais des élèves, voilà, que je rencontrais pour la première fois. Et j'ai compris petit à petit comment il fallait travailler dans cette forme-là. Parce que moi, je viens d'une formation très classique où tous ceux qu'on était là, c'est parce qu'on voulait faire ça, parce qu'on avait les moyens de faire ça, et parce qu'on avait un piano chez nous, et parce qu'on avait des parents qui motivaient la musique classique, qui nous avaient formés dans ça. Et du coup, là, j'avais des élèves où on sentait très bien que chez eux, il n'y avait même pas un disque de Beethoven ou n'importe, qu'ils n'avaient jamais entendu parler de Mozart, ou très peu. Et donc, au fur et à mesure, donc ça fait déjà 5 ans que j'enseigne là, j'ai pris l'expérience, et donc je me suis confronté à des cas parfois très difficiles, parce que c'était des élèves qui, effectivement, n'avaient pas d'instrument chez eux, et un piano, ça prend la place. Et puis ça prend la place, ça fait du son, donc parfois ils ont peur que les voisins, et parfois il y avait des élèves où j'ai compris qu'ils habitaient, toute une famille qui habitait dans 20 mètres carrés, carrément. Donc voilà, je me suis confronté à cette réalité, et moi je voulais en même temps les motiver à continuer la musique. Donc j'ai commencé à avoir des idées, comme on a permis à ces élèves qui viennent jouer à l'espace, là où je travaille. Donc je leur ai organisé pour qu'ils viennent travailler leur instrument, et finalement ça a eu du bon résultat, parce que ces élèves-là, ça fait déjà 3-4 ans, ils continuent à apprendre, et je les fais rencontrer aussi entre eux. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas de tri pour entrer, ça fait qu'on va avoir un public très divers, et avec des origines, et pas seulement d'origines, des moyens très divers. Et c'était, donc pour moi c'est une démarche beaucoup plus, pour moi en tout cas, comme Zalia je pense aussi pareil, je trouve beaucoup plus intéressant ça. En tout cas j'ai compris que pour moi c'était ça, que d'aller dans un conservatoire où on va avoir des élèves plutôt la plupart gâtés, et que parfois ils n'ont pas motivé forcément. Et donc je suis content d'avoir ça. Et puis en même temps j'ai travaillé pour une association qui s'appelle Concert des Poches. Je ne sais pas si Zalia tu connais. Voilà. Et donc ils ont une très très belle démarche aussi, c'est-à-dire qu'on va dans des endroits vraiment très très éloignés de tout ce qu'on peut imaginer d'une ville, même dans des petits villages. On va même dans ce qui serait la banlieue d'un petit village, dans des petits bleds comme on dit. Et on est allé dans des prisons, on est allé dans des maisons de retraite où il y a des personnes âgées qui n'ont jamais été visitées du tout. Et on allait, donc un musicien et un comédien, pour faire une espèce d'atelier, animer un atelier d'1 heure et leur parler de la musique classique, de la musique... chaque fois c'était une thématique différente. Et donc il fallait imaginer comment arriver là et approcher à des gens qui n'ont jamais entendu parler de tout ça, et qui pensent que Paris est à 10 000 km de chez eux. Et donc on a compris très vite aussi qu'il fallait pas venir et imposer un sujet, mais il fallait commencer par s'approcher, partir d'eux-mêmes, c'est-à-dire de ce qu'ils connaissent. Donc on commençait à demander qu'est-ce que vous connaissez, comment ça se passe, est-ce que vous allez au concert. Donc une fois qu'on part de cette idée, on les amène petit à petit vers la musique classique, que pour eux c'est très très loin, hein, tout ça. Et à la fin, on parle même plus de musique classique, on parle juste de musique, et on entend la musique, et on profite de faire de la musique ensemble, et c'est ça. Donc arriver dans l'idéal à ce que, comme on parle d'origine aussi, on part d'une réalité, d'où on est né, d'où on vient, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus ample, et où on est tous ensemble finalement. Peut-être avant d'aborder les questions politiques, la place de l'artiste dans les politiques publiques et dans justement cette question de la diversité culturelle, peut-être chez nous aussi réagir, parce que la poésie c'est encore une autre forme, et la question de l'accès et de la diffusion et de à qui on s'adresse et comment on s'y adresse, ça se pose différemment, je pense. Et quand on écrit de la poésie, enfin, quand on essaye d'être en général, il faut déclarer l'autre comme son égal. Si l'autre n'est pas notre égal,
C'est Victor Hugo qui disait « Il ne peut y avoir de rire franc qu'entre les gens égaux. Il ne peut y avoir de partage. » Donc s'il n'y a pas de partage, l'autre ne peut pas recevoir. Quand Baudelaire dit « Oh, comment il dit ? Ô lecteur, mon semblable, mon frère. Ô lecteur hypocrite, mon semblable, mon frère. » Donc on doit d'abord s'adresser à son semblable, à son frère, pour qu'il puisse y avoir échange. Mais c'est que l'autre, quand il est mis un peu de côté, quand il voit qu'on s'adresse à lui comme quelqu'un qui n'est pas notre égal franchement, du coup, il ferme ses oreilles à ce qu'on peut lui dire. Donc pour moi, la poésie, je dis, en même temps qu'elle révèle le poète au lecteur, elle révèle le lecteur à lui-même, pour qu'à son tour, il puisse nous dire, reprendre la parole, et nous dire ce que lui, il a à dire, et que nous aussi, on puisse changer. Il y avait encore Deleuze qui parlait de... Dans la conception catholique et européenne et française, et en général, c'est tout ce qui instaure des rapports de force, c'est qu'il y a un soleil quelque part. Et les autres, c'est des objets, c'est des étoiles sans lumière. Donc du coup, vous avez Versailles, et il n'y a que Versailles. Il n'y a que Louis XVI, il n'y a que le roi Soleil. Tous les autres disparaissent. Après, vous avez Paris, la province qui disparaît. Après, vous avez la France hexagonale, le monde qui disparaît. Et ainsi de suite. Après, vous avez l'Occident et l'Orient ou les autres directions qui disparaissent. Donc il disait, plutôt que de dire il y a un soleil et les autres c'est des objets, c'est des étoiles sans lumière, dire que nous sommes tous des étoiles qui portons nos lumières en nous et qu'à partir de là, on puisse faire un échange de lumière. Donc quand on propose à l'autre de nous révéler ses lumières, on voit qu'il est habité. On voit qu'il a des choses à nous apprendre. Mais pour ça, il faut sortir, il faut avoir ce regard de fraternité, ce regard d'égalité vers l'autre pour qu'on puisse le révéler. Mais la plupart du temps, on croit que l'autre va exister à notre dépens, à nos dépens. Donc du coup, on le cache, on le met derrière la scène. L'Occident, où les gens du pouvoir, ceux qui ont le pouvoir, ils ont toujours cette peur de ne plus être à la lumière. Même là, nous sommes en train de vous parler. Normalement, il faudrait pouvoir constituer des cercles, et non pas comme ça des scènes. D'ailleurs, il y a un très beau texte de comment il s'appelle, Valère Novarina, qui s'appelle le discours aux animaux. Il y a toujours quelqu'un qui se prend pour... C'est magnifique comme texte. Mais dans le titre, lui, c'est un homme de théâtre. Donc, il est sur la scène, il prend la parole et il fait un discours aux animaux qui sont dans la salle. J'ai dit, quelque part, c'est aussi pour quelqu'un qui vient dire « Moi, je suis le Fils de Dieu et vous, vous êtes des brebis », c'est normal qu'on le crucifie. Il aurait dû dire « Soit nous sommes tous des enfants de Dieu, alors venons aller vers notre Père, soit nous sommes tous des brebis, venons aller vers quelque part, allons brouter quelque part. » Mais cette manie comme ça, d'abaisser l'autre pour lui dire quelque chose, ça, il faudrait sortir de ça. Il faudrait que l'Occident, il faudrait que l'Orient, il faudrait demain les Chinois, après-demain les Africains, c'est tout un chacun qui prend le pouvoir, qui prend la parole, qui prend le micro, dire que voilà, je vais apprendre à l'autre des choses. Non, il faudrait essayer d'exister dans une égalité pour qu'on puisse faire échange de lumière. Et quand on a, pour moi, la poésie, ça serait un peu, dans sa quintessence, ça serait ça, de décréter l'autre, déclarer l'autre comme notre égal, et pour qu'on puisse faire échange de lumière. Et c'est ce qu'on essaie aussi, parce que chacun parlait un peu de ce qui est, comment il va vers l'autre. Nous, à la compagnie Résonance, ça fait depuis 9 ans maintenant, c'est la 9e saison qu'on met en place. On a des cercles, des cycles de soirées poésie et musique
on appelle ça poète en résonance. Donc on essaye de... C'est près de la porte Clignancourt, là où il y a les marchés aux puces. Et d'habitude, c'est entre le boulevard périphérique et les Maréchaux, c'est ce que j'appelle un peu nos mains indes. C'est pas là-bas qu'on va chercher la poésie. Mais justement, le pari, c'était d'instaurer des soirées de la poésie dans ce quartier et qu'on puisse à la fois faire écouter aux gens du quartier et aussi que les gens viennent de l'extérieur. Donc du coup, voilà, je leur dis, la culture, c'est ce qui, quand on veut manger 5 étoiles, c'est ce qui coûte le moins cher. Donc du coup, on essaye, on a à la fois les académiciens, il y avait René de Oberdia qu'on avait accueilli l'année dernière, on a Guy Goffet, on a Tara Benjeloun, on a la poésie un peu qui se prend parce qu'il y a toujours des avant-gardistes, moi je suis devant les autres. Donc sans esprit de chapelle, mais avec une exigence de qualité, aller vers l'autre et dire que voilà, nous sommes là ensemble et nous pouvons mieux exister ensemble. Pas les uns contre les autres dans le rapport de pouvoir, mais les uns avec les autres dans un rapport de fraternité. Et je crois que ça vaut le coup d'essayer parce que rapport de force, ça amène la destruction. Et donc dans les rapports de force, vous avez un petit peu tous abordé la question politique. Je ne sais pas si on a encore le temps un petit peu d'aborder. Juste parce que... Des questions, oui aussi. Juste, je vais mentionner quand même sur les politiques publiques parce que vous avez beaucoup parlé de ça. Et je sais que par exemple, en tout cas, Marc, Zaya, vous êtes dans des commissions, dans des comités. Alors Marc, je sais que vous étiez à Terra Nova un moment pour essayer de faire un petit peu de lobbying au niveau des politiques publiques, aussi à la commission diversité du CNC. Zaya, je sais que vous êtes aussi à Fondation France Télévisions, à Jean-Luc Lagardère aussi, je crois. Donc comment à un moment donné aussi il y a cet engagement de l'artiste dans la politique publique concrète et comment est-ce que l'artiste est assez associé justement à ces démarches-là. Et après aussi évidemment si vous avez des questions dans la salle. Écoutez, je sais pas, enfin moi je parle en mon nom puisque avec l'expérience que j'ai, mais c'est sûr que c'est important aussi, en effet, en tant qu'artiste, d'être présent aussi dans ces instances-là. Pas tant parce que c'est parfois pour donner en effet cet éclairage-là, aider un petit peu voilà, les personnes qui décident à prendre les bonnes décisions et en tout cas à ce qu'ils puissent entendre aussi la parole de gens qui sont sur le terrain et je sais que voilà, en tout cas, moi ça m'a permis aussi, bon par ailleurs, de voir comprendre aussi comment les décisions étaient prises, comment le monde fonctionnait aussi, comment rencontrer d'autres personnes. Mais je pense que oui, en effet, il faut, c'est avant tout déjà sur le terrain par les actes qu'il faut faire ses preuves et qu'il faut rendre vraiment réelle l'action qu'on veut porter. Et puis après, il y a aussi comme ça des instances dans lesquelles c'est important aussi d'y être pour que qu'il n'y ait pas une certaine démagogie aussi qui s'installe, parce que parfois par rapport à ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai souvent entendu dans des différentes institutions où on pense que c'est déjà bien que la musique classique soit présente sur des territoires. Moi je trouve ça pas bien et c'est normal après de faire en sorte que le niveau qu'on souhaite pour tous les enfants en France, par exemple, de connaissances, il faut le maintenir partout. Après, en effet, on se retrouve face à des réalités, si là, sans parler tout à l'heure, parfois difficiles, où voilà, vous avez des familles dans des réalités très compliquées, il faut trouver des solutions pour les accompagner, mais c'est pas pour autant que le niveau, on va le baisser parce qu'on se dit que c'est plus compliqué. Non. Et c'est vrai que c'est important d'avoir parfois cette présence-là pour rappeler aussi aux gens qu'il faut cette exigence-là, il faut toujours la défendre et la maintenir et il ne faut pas baisser les bras ou aspirer à moins bien parce qu'on estime que c'est des gens qui sont en capacité. Au contraire, les enfants, ils attendent qu'on soit exigeant avec eux et je sais que pour ma part, ça a été important d'être présent dans ces instances-là aussi pour maintenir aussi une certaine égalité vis-à-vis de la considération qu'on peut avoir de ces différents publics sur ces différents territoires et d'avoir la même bienveillance et la même attention à leur égard.
Moi, je dirais que c'est important, effectivement, d'être aussi dans ce type d'instance, parce que là aussi, il faut que ça bouge. Par exemple, moi, pour ce qui est de ma participation au comité de direction de Terra Nova, c'est Olivier Ferrand, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui est décédé. Et donc c'est Olivier qui m'a appelé un jour en me disant je veux que ça bouge à Terra Nova. Et donc il faut remuer les choses. Et la petite anecdote que je trouve assez drôle, c'est que la première réunion où je suis allé, tout d'un coup j'ai réalisé que j'avais une chemise rouge. Et j'ai réalisé au bout d'un moment que j'étais la seule tache de couleur dans le comité. Et Olivier m'a dit à l'oreille, il me dit, tu vois, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Et c'est drôle parce que d'une certaine manière, ça visualisait un peu les choses. Et comme quoi, des fois, il y a des détails qui prennent une symbolique. Et puis sur Image de la diversité au CNC, où je suis resté 3 ans, pareil, je trouve que c'était une initiative intéressante parce que le cinéma, la télévision, que ce soit dans le documentaire, que ce soit dans la fiction, il y a quand même besoin de donner aussi un grand coup de pied, quoi, à un certain moment. Un grand coup de pied, pas pour exclure des gens, hein, mais pour ouvrir les portes, pour les enfoncer, parce que sinon ça se passe jamais. Et que ce que je trouvais intéressant dans cette commission, c'est que il n'y avait pas de distinction entre des gens qui parlaient de leur vécu, de leur ressenti, et des gens qui venaient en professionnel du cinéma, et que finalement c'était la fusion des deux qui permettait d'avoir un point de vue et donc de soutenir des projets. Et que voilà, ça aussi je trouve que c'est des choses qui sont importantes à faire bouger. Merci. Peut-être est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bien, merci, je vais essayer. Effectivement, je n'aurais peut-être pas eu la voix. Merci en tous les cas pour ce témoignage très intéressant que vous venez de nous fournir de tout ce que vous pouvez transmettre sur le plan pédagogique à des jeunes. Et on a le sentiment, nous entendons qu'effectivement le mot frontière est un gros mot et que cette diversité vit pleinement dans votre action. Mais je vais un peu me faire l'avocat du diable, sinon ce ne serait pas drôle, c'est-à-dire que j'ai envie de savoir, par rapport à ces jeunes, et dans un monde où les limites anthropiques, les limites de genre, juridiques, enfin tous les plans sont en train d'exploser, notamment à travers les réseaux sociaux. Au moment où vous parliez, monsieur, je lisais sur les réseaux sociaux qu'il y avait justement un attentat en Ankara avec des morts, enfin bon. Donc cette réalité qui nous ramène à des choses très, très violentes. Comment fait-on quand on a des jeunes, justement, dont la construction est identitaire, finalement, hein, dans l'adolescence, comment fait-on pour savoir s'il y a justement des limites à cette tolérance à la diversité? C'est-à-dire, comment on fait pour transmettre? Parce qu'il y a à la fois cette nécessité d'une construction identitaire qui s'affronte, effectivement, avec justement l'ouverture indispensable pour essayer de valoriser tout ce qu'on peut connaître et considérer l'autre comme égal dans la société. Donc je veux dire, ça me semble être un réel problème, moi, quand on voit toute cette violence qui circule, indépendamment de ce qu'on peut faire sur le plan institutionnel. Oui, c'est juste une remarque, ce que disait Zaya Ziouani. Je crois que c'est très important et dans la période, ça risque d'être un vrai risque. C'est-à-dire que les pratiques culturelles, y compris en France, soient identifiées par rapport à des publics et des populations. Et du coup, y compris quand on parle de culture étrangère ou de diversité des cultures, que du coup, on ne les voit plus pratiquées dans les zones où il y a effectivement des populations d'origine étrangère. Et je pense que vu le contexte politique qu'on vit, il y a un vrai danger à l'avenir, et on voit, y compris, et bon, c'est une invitation à la table ronde aussi cet après-midi, dans certaines collectivités locales, du coup, des évitements certains, en tout cas, des pratiques de culture étrangère.
Donc à mon avis, on est dans un temps où, ça tombe bien, c'est le thème de la journée, autour de la diversité culturelle, mais peut-être un temps probatoire, en tout cas peut-être pour la France, dans la définition de ce qu'elle est, en tout cas dans son rapport aux citoyens. Oui, alors en effet, c'est vrai que ce qui est un petit peu complexe en ce moment, c'est que, notamment par rapport à... Enfin, moi, je pense que vraiment la culture, c'est vraiment un outil pour permettre voilà, aux jeunes de se construire. Bon, je sais pas, je comprends, monsieur, aussi votre problématique par rapport à je sais pas si je serais vraiment en capacité d'y répondre, mais de toute façon, pour faire en sorte que les jeunes n'aillent pas vers des chemins faciles ou des chemins... dangereux, il faut leur permettre d'avoir des outils pour réfléchir, pour en effet se construire, et je pense que la culture ça en fait partie. La problématique, c'est vrai que de nos jours, c'est que cette culture-là, elle est beaucoup portée de façon publique par les collectivités locales. Alors à la fois, ça a un certain intérêt parce que ça prend en compte les problématiques locales, mais en effet, ça peut être très dangereux si on n'a pas des élus qui ont cette capacité de réfléchir et de se dire, voilà, il faut maintenir en effet certaines exigences, ne pas choisir à la place des gens, et c'est vrai que le rôle que le ministère de la Culture devrait assurer pour avoir voilà, une politique égalitaire sur tous les territoires de qualité, elle ne le fait pas du tout à l'heure actuelle. Maintenant, c'est de nous dire voilà, on n'a pas d'argent, débrouillez-vous avec un tel, et c'est là où c'est dangereux, parce qu'en effet, on se retrouve avec en effet de telles disparités dans les territoires entre les engagements des institutions, des politiques publiques aussi. Et les politiques publiques à l'heure actuelle, en tout cas en matière culturelle, je parle de mon expérience aussi, parce que moi je suis à la fois artiste, mais tous les jours pour pouvoir faire aussi ce travail, vu qu'on n'est pas accompagné par l'État et parce qu'il n'y a pas du tout cette considération aussi sur beaucoup de territoires sur lesquels on travaille. Donc moi je suis là à taper dans les portes, que ce soit auprès de mécènes, mais aussi du ministère de la Culture, et j'entends trop de choses qui sont pas qui sont dangereuses, et voilà, et c'est vrai que tout à l'heure vous parliez par rapport à des fois les représentations. Enfin, moi ça m'arrive par exemple d'être dans des réunions dans le milieu de la musique classique où je suis la seule avec des institutionnels aussi, parfois être la seule femme autour de la table, la seule personne qui a moins de 50 ans et la seule personne qui n'a pas un nom à particule. Donc c'est vrai que voilà, on se retrouve aussi, par exemple dans la musique classique, il n'y a aucune femme qui dirige une institution, un orchestre ou une institution musicale. Donc voilà, donc ça montre qu'il y a encore beaucoup de chemin et que c'est compliqué de transmettre auprès des jeunes qui peuvent réussir, qui peuvent s'autoriser des grandes ambitions, quand à un moment donné on ne leur montre pas l'exemple non plus. Et c'est vrai que de nos jours, c'est un peu facile d'aller vers des... comme la réforme du collège en ce moment, où voilà, on explique que les territoires ils feront ce qu'ils voudront ou ce qu'ils pourront en fonction de ce qu'ils ont. Non, c'est super dangereux, et il faut justement faire en sorte, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui ont le plus de besoins, qu'on leur donne encore plus pour réussir, mais il faut que cette exigence-là soit la même partout. Et c'est vrai, en effet, vous avez raison, on est dans une période de transition, voilà, qui ira soit vers des choses qui iront vers le mieux, soit au contraire qui vont se complexifier davantage. Mais... Moi, je voulais répondre à la question de monsieur. Et il me semble que dans la formulation de la question, il y a un peu la réponse. Parce que vous dites, dans ce que vous transmettez aux jeunes, mais moi, je ne pense pas transmettre quoi que ce soit. Moi, mon travail, d'abord, c'est pas que les jeunes, d'une part, mais c'est aussi avec les jeunes, c'est de leur permettre de, eux, transmettre quelque chose de leur créativité, de leurs analyses, y compris de leur colère. Donc, quelque part, oui, à ce moment-là, comment on réagit, non. Et y compris... Je ne veux pas caricaturer les choses non plus, parce que dans la jeunesse qu'on peut rencontrer avec toute l'équipe, il y a des jeunes de milieux, d'origine, de quartiers extrêmement différents. On travaille aussi avec des jeunes qui nous sont confiés par la protection judiciaire de la jeunesse, par exemple, et qui sont des jeunes qui souvent ont une immense colère en eux. Et moi, la première chose que je leur propose, c'est de l'exprimer, cette colère.
pas leur dire, moi je suis pas là pour leur transmettre quoi que ce soit. Et si j'étais là, je pense que, mais par exemple, dans ce que je peux transmettre, là c'est sous forme d'échange, c'est pas une forme verticale, forme d'échange. C'est par exemple de faire la différence entre colère et agression. Pas la même chose. On peut exprimer une colère sans agresser quelqu'un, par exemple. C'est ce type de choses-là. Oui, je voulais juste ajouter que le problème peut-être essentiel, c'est qu'on parle beaucoup, on réfléchit beaucoup et on n'y va pas vers cette réalité. Et pour répondre à la question, je pense que le mieux qu'on peut faire, c'est ce qu'elle fait Zaya, c'est simplement faire. C'est qu'elle fait des choses, elle est dans le concret, elle travaille avec les gens, elle est avec eux, et on n'est pas dans un bureau en train de réfléchir comment ça pourrait changer. Donc il faut faire, il faut aller à la rencontre. Et là, c'est là où on n'a même pas besoin de parler de violence ou tout ça, parce qu'on est avec eux et on travaille et on fait des choses. C'est la meilleure manière. Ouais. Vous parliez de l'attentat. C'est que, et de l'identité. L'autre jour, je disais, et de la foi, parce que il y a aussi, tu parlais de l'énergie musulmane, il y a l'Europe, non, la France, c'était quoi la France, de race blanche et judéo-chrétienne. Chacun commence à mettre en avant ses particularités. Mais je disais, pour pouvoir avoir la foi, pour pouvoir avoir une identité, faut-il déjà, au préalable, être quelqu'un, c'est-à-dire être un être qui puisse avoir une identité, qui puisse avoir une foi. Donc, la condition sine qua non de pouvoir avoir une identité et une foi, c'est d'être un être humain. Ce sont les êtres humains qui peuvent avoir une identité et peuvent avoir une foi. Sinon, les monstruosités n'ont pas besoin ni d'identité ni de foi. Et pour ça, il faut faire entrer l'autre dans le cercle, c'est-à-dire que l'autre puisse devenir humain à mes yeux et à ses propres yeux. Et c'est pour ça que je disais, je ne sais pas si vous avez lu Moby Dick, les 200 premières pages sont consacrées à un personnage qui s'appelle Quickie. Et Quickie, c'est qui? C'est un noir qui a été capturé, je ne sais pas où, qui vraiment, qui mange, qui est anthropophage, qui est je ne sais pas quoi. Donc c'est vraiment, il a tout de quelqu'un pour qu'on puisse le mettre hors du cercle de l'humain. Et pourtant, c'est un des personnages les plus extraordinaires de la littérature que j'ai pu rencontrer, ce Quickie, comme ça. Herman Melville lui donne une existence telle, une force telle que on se dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire entrer l'autre dans le cercle de l'humanité pour qu'il puisse exister pleinement. Et quand vous avez dans l'étranger un arabe qui est tué, il n'a même pas de nom. Donc ça explique tout. Et aujourd'hui, on a un président noir, et aujourd'hui, on n'a pas encore peut-être on a 2-3 députés, mais députés de l'Hexagone, je ne sais pas s'il y a des Noirs ou des Arabes. Donc comment on fait entrer l'autre dans le cercle pour qu'il puisse devenir humain? Ça, c'est tout le problème. Les Turcs, parce qu'ils ont tué, je ne sais pas, des combattants de PKK, et si vous avez bien suivi l'actualité, ils l'ont exécuté et par la suite ils l'ont attaché derrière un véhicule de la police et ils l'ont filmé, ils l'ont traîné dans les rues, ils l'ont filmé, ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Donc à quelqu'un à qui vous faites subir ce traitement, comment il va pouvoir vous regarder, comment il va pouvoir échanger avec vous. Et je disais aux amis turcs, pour que nous, on puisse exister ensemble, il faut que cet État, ce pays, nous appartienne autant qu'à vous. Il faut que l'État soit turc autant que kurde, il faut que notre langue aussi existe
au même titre que le turc, il faut que ainsi de suite, c'est-à-dire cette égalité parfaite que ceux qui détiennent le pouvoir ne veulent jamais accorder à l'autre. Et c'est vraiment le fond de l'histoire. Comment, je disais aussi, je ne sais pas si vous avez vu ce rapport du Sénat américain, où on parlait dans des milliers de prisons de la CIA et qui ont mis en place suite à la guerre en Irak. Ils parlaient de rectal feeding. Ils ont fait subir aux prisonniers de l'alimentation rectale, s'il vous plaît, messieurs. Donc je me disais, combien de ces gens-là, comme ça, qui combattent là-bas, ont subi cette alimentation, et à quelqu'un que vous faites subir à quelqu'un ce traitement, qu'est-ce que vous attendez de lui en retour? Donc vraiment faire entrer l'autre dans le cercle, c'est-à-dire cet autre qui est, on dit que l'autre est le visage est le visage divin, l'autre, dans Lévinas. Pourquoi on ne peut pas faire du mal à l'autre? Parce que l'autre, c'est l'incarnation du divin. Comment je peux faire subir à l'autre qui est quand même ce pourquoi j'existe? Donc, tant que je ne lui donne pas sa juste place, je crois que je ne peux pas établir de lien et de rapport avec lui pour qu'on puisse exister dignement et pleinement et en paix. C'est valable pour les Kurdes et les Turcs, c'est valable pour les immigrés et les Français, c'est valable pour les jeunes et les vieux, c'est valable pour les hommes et les femmes. Donc c'est ce respect que je dois à l'autre pour que l'autre puisse exister ensemble. Voilà.